Bonjour à toutes et à tous, je suis Laurent Dins, l'auteur de la saga Gaiala, et je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Il y a des écrivains qui naissent dans des bibliothèques. Et puis il y a Robert Howard. Lui, il est né dans la poussière, la sueur, le fer et même la peur. En 1906, au Texas, un état brutal, mouvant, encore à moitié sauvage. Howard grandit dans un monde de villes qui naissent et meurent au rythme des forges pétrolières. Rien n'est stable, rien ne dure, sauf la violence et la mémoire. Dès l'enfance, il écoute les récits de guerre, de pionniers, de massacres, de révoltes. Pas comme des histoires lointaines, mais comme des avertissements. Ce podcast raconte la vie d'un homme, mais surtout la forge d'un imaginaire. Celui où la civilisation est fragile, où la barbarie n'est jamais loin, et où l'homme libre finit toujours seul. Howard n'a pas eu une enfance malheureuse. Il a au contraire une enfance inquiète. Son père est médecin, souvent absent. Sa mère est cultivée, sensible, mais fragile. Et malheureusement, elle tombe souvent malade tout au long de sa vie. Robert développe très tôt un rapport fusionnel avec elle. Il est solitaire, bagarreur parfois, mais par contre, lecteur vorace, toujours. Il découvre l'histoire ancienne, les Celtes, les Vikings, les Pictes, et surtout une idée obsédante. Les civilisations montent et s'effondrent. Toujours. Ce n'est pas une théorie, c'est une certitude intime. En 1920, les magazines pulp sont les plateformes de streaming de l'époque. Payés au mot, vite, brutalement. Howard écrit pour survivre, pas pour la gloire. Boxeurs, aventuriers, pirates, guerriers, des hommes en lutte constante. C'est là qu'il rencontre, par correspondance, Lovecraft. Deux visions opposées, l'horreur cosmique et l'insignifiance humaine, face à la violence primitive et la volonté individuelle. Howard ne croit pas à l'effacement de l'homme. Il croit à son cri. Et puis, vient Conan le barbare. Pas un héros classique, pas un chevalier, pas un élu. Conan est analphabète parfois, violent souvent, mais toujours lucide. Il traverse des royaumes décadents, des cultes corrompus, des rois faibles, mais il survit. L'Agiborien n'est pas un décor, c'est une thèse historique romancée. La barbarie est un terreau de toute la civilisation. Howard n'idéalise pas le barbare, il se méfie du civilisé. Bien sûr, il crée d'autres héros, mais c'est toujours la même fatalité. Solomon Kane, puritain hanté, violence morale. Bran McMahon, roi d'un peuple condamné à disparaître. Et puis, la grande Red Sonja, feu, indépendante, refus à la soumission. Tous partagent une chose. Ils sont anachroniques. Ils n'ont pas la peur, ils n'ont pas la place dans le monde qui les traverse. Et ça, c'est un reflet de la vie d'Howard. Il ne s'en sent pas à sa place. Arrive alors la Grande Dépression. L'argent manque, la reconnaissance aussi. Howard vit toujours à Cross Plains. Il voit partir ceux qui réussissent, mais lui, il reste.
Sa mère agonise lentement. Sa peur absolue. Vivre dans un monde sans elle. Il écrit encore, mais le feu se transforme en fatigue. Ce qu'il faut comprendre avec Howard, c'était un écrivain d'une grande productivité, avec une carrière très courte. Le 11 juin 1936, il apprend que sa mère ne se réveillera plus jamais. Il sort, s'assoit dans sa voiture et met fin à ses jours. Il n'a alors que 30 ans. Ce n'est pas un geste romantique, un geste cohérent avec sa vision du monde. Refus de la déchéance, refus de la perte de contrôle. Howard meurt jeune, mais il a forgé la Sword and Sorcery, une fantaisie plus physique, plus sombre, des héros imparfaits mais libres. Sans lui, pas de Conan moderne, pas de fantaisie musclée, pas de retour brutal à la chair et au sang. Robert E. Howard n'a jamais cru à l'éternité, mais il savait une chose: les histoires survivent mieux que les hommes. Howard n'écrit pas avec des idées, il écrit avec des muscles, des nerfs, du souffle. Chez lui, l'action n'est jamais décorative, elle est organique. Les corps souffrent, transpirent, saignent et se fatiguent. Un coup d'épée chez Howard n'est pas porté, il arrache, fracasse et brise. Howard se méfie de l'élégance littéraire. Il la considère comme un signe de décadence. Là où d'autres cherchent la finesse, la subtilité psychologique, la complexité morale, Howard, lui, recherche la clarté, la tension, la vérité brutale. Et son style refuse l'ironie, la distance, le clin d'œil au lecteur. Il ne séduit pas, il s'impose. Howard écrit comme quelqu'un qui raconte à voix haute. On le ressent dans les répétitions volontaires, les structures cycliques, les montées rapides suivies de silence. C'est une écriture faite pour être entendue, pas disséquée. Chaque scène est construite comme une légende transmise. Mise en tension rapide, explosion de violence, retombée lourde et départ immédiat vers autre chose. Pas de contemplation inutile, le monde n'attend pas. Howard ne décrit jamais longtemps, mais chaque description est fonctionnelle. Une salle, un temple, une ville. Il donne une odeur, une couleur, une sensation dominante. Et puis, il s'arrête. Pourquoi ? Parce que le décor n'est jamais neutre. Il est soit hostile, soit corrompu, soit prêt à s'effondrer. Chez Howard, le monde menace en permanence. Un peu comme dans notre monde à nous. On ne s'arrête jamais vraiment pour observer, parce que le monde va trop vite. Et Howard déteste l'introspection longue. Ces personnages ne pensent pas longtemps, ils agissent, et leurs choix révèlent ce qu'ils sont. La psychologie passe par les gestes, le silence, les décisions irréversibles. C'est une écriture de caractère, pas de réflexion. Un homme est ce qu'il est, et le fait souvent sous pression. Le reste, tout est superflu. On parle souvent de la brutalité d'Howard. Mais sa vraie violence, en réalité, était une idéologie. Il écrit contre l'hypocrisie, les élites molles, les civilisations qui se mentent à elles-mêmes. Ces antagonistes sont rarement des monstres au sens simple. Ce sont des prêtres, des rois, des érudits,
des sorciers trop sûrs d'elle, une société qui a trop confiance en elle. Son style est un acte d'accusation. Howard écrit vite, très vite, parce qu'il doit manger, parce qu'il n'a pas le luxe du polissage infini. Mais cette contrainte devient une force, car son style ne doute pas, ne revient pas en arrière, ne s'excuse jamais. Il avance comme quelqu'un qui n'a pas le temps, et ça se sent. Parce qu'il va à contre-courant, dans un monde de fantaisie souvent bavarde, esthétisée, morale tiède. Howard, lui, propose de la densité, du conflit, de la sincérité brutale. Son style rappelle une vérité simple. Une bonne histoire n'a pas besoin d'être jolie, elle a besoin d'être seulement vraie. Conan, sur le papier, c'est un survivant lucide, tandis que Conan à l'écran est un mythe tragique. Chez Howard, Conan n'est pas un héros tragique, c'est un professionnel de la survie. Il rit, il boit, il vole, il fuit quand il faut, et il réfléchit vite. Son intelligence est pragmatique, pas livresque. Il comprend le monde parce qu'il l'a traversé. Tandis qu'au cinéma, notamment dans Conan le barbare, Conan est mutique, solennel, écrasé par le destin, presque messiniaque. Hollywood transforme un homme libre en figure du destin. C'est spectaculaire, certes, mais c'est une trahison conceptuelle. Chez Howard, la violence est rapide, sale, fonctionnelle. Un combat sert à survivre, s'échapper, régler un problème immédiat. Il n'y a aucune glorification esthétique. Alors que dans les salles de cinéma, la violence devient chorégraphiée, lente, ritualisée. Les combats sont des rites initiatiques, presque religieux. Là où Howard écrivait un coup de couteau, le cinéma filme une destinée en marche. Et puis, il y a la philosophie absente, ou plutôt déplacée. Et ça, c'est un point crucial. Howard n'explique jamais sa philosophie, il la montre. Les civilisations tombent, les prêtres mentent, les empires pourrissent, l'homme libre survit plus longtemps. Point. Ce sont ces points d'accès. Tandis que dans les films, surtout celui de 1982, il y a une métaphysique lourde qui a été ajoutée, une narration quasi nietzschienne explicite, une voix off mythologique, le fameux « That which does not kill you makes you stronger ». Cette phrase est anti-Howard. Howard n'y croyait pas. Il croyait que ce qui ne tue pas te laisse souvent brisé. Dans les textes, les ennemis sont souvent des hommes cultivés, des élites décadentes, des sociétés trop sûres d'elles-mêmes. Le mal est systématique, pas cosmique. Alors que, au cinéma, nous avons Tulsa Doom. Le mal devient absolu, charismatique, presque divin. C'est plus simple à filmer, mais Howard, lui, accusait les hommes, pas les démons. Le monde qu'il a créé est bien souvent instable et mouvant, tandis qu'au cinéma, c'est un bloc mythologique. L'agiborien chez Howard est changeant, contradictoire, historiquement flou. C'est une hypothèse, pas un décor figé. Alors que quand vous regardez Conan, eh bien, c'est une imagerie héroïque, esthétique, heavy metal, monde cohérent, presque tolkienien en réalité. Howard n'aurait jamais voulu d'un monde stable.
La stabilité chez lui annonce la chute. Donc soyons justes. Les adaptations ont apporté une iconographie puissante, une incarnation physique mémorable, une mythologie populaire durable. Sans le film de 1982, Conan ne serait probablement pas une icône mondiale. Mais ce que le cinéma a perdu, eh bien, il a perdu l'ironie sèche, la rapidité, la ruse, le refus du destin, la liberté brute. Howard écrivait « L'homme contre le monde », alors que le cinéma raconte l'homme choisi par le monde. Et ce n'est pas du tout la même histoire. Et pourquoi c'est important, surtout pour un écrivain? Eh bien parce que Howard nous rappelle une chose essentielle, le cinéma aime les symboles. La littérature peut se permettre la vérité brute. Et cette vérité-là, aucun écran ne l'a encore totalement capturée. En conclusion, ce que Robert Howard a réellement laissé derrière lui. On a souvent réduit Robert Howard à Conan. C'est bien commode, mais c'est complètement faux. Howard n'a pas écrit pour bâtir un univers. Il a écrit pour dire quelque chose de radical sur l'homme. La violence, la civilisation et le temps. Son œuvre repose sur une conviction simple et dérangeante. La civilisation n'est pas un progrès moral, seulement une phase. Et cette idée traverse tout. Ces barbares plutôt plus honnêtes que les rois, ces prêtres plus dangereux que les monstres, ces empires toujours au bord de la chute. Howard ne fantasme pas la barbarie, il dénonce l'illusion civilisée. Là où la fantaisie moderne promet un ordre à établir, un mal clairement identifié, une victoire porteuse de sens, Howard lui propose un monde instable, des choix sans récompense morale, une survie sans illusion. Chez lui, il n'y a pas de fin heureuse, il y a des fins cohérentes. Et cette cohérence brutale, sans farde, donne à son œuvre une honnêteté rare. C'est une œuvre courte, mais si dense, dense comme de l'acier. Howard est mort jeune, mais il a écrit vite, beaucoup et sans dilution. Aucune inflation verbale, aucune mythologie inutile, aucun confort pour le lecteur. Son œuvre est compacte, tendue, presque compressée sous pression. On n'y entre pas pour s'évader, mais pour éprouver quelque chose. Et pourquoi Howard tient encore debout aujourd'hui? Eh bien parce que son regard n'a pas vieilli. Dans un monde obsédé par le contrôle, inquiet de sa propre décadence, saturé de discours moraux, Howard rappelle une vérité inconfortable. L'homme n'est jamais civilisé très longtemps. Et surtout, la liberté a toujours un prix. Ce discours, le cinéma l'a édulcoré, la fantaisie contemporaine l'a souvent oublié, mais ces textes, eux, n'ont pas bougé. Howard n'est pas un pessimiste, au contraire, il est très lucide. Il ne croyait pas au progrès moral, mais il croyait à la force, à la volonté, à l'honneur individuel et à la dignité du combat, même s'il est perdu. C'est une vision dure, mais cohérente et profondément humaine. Ce que Howard nous dit encore, mais ça à voix basse, c'est que le monde ne te doit rien. Les empires tomberont. Les idéaux mentent souvent, mais tant que tu tiens debout, tu es libre. C'est peu, mais c'est énorme.
Robert Howard n'a pas laissé une œuvre confortable. Il a laissé une œuvre qui se serre la gorge. Et c'est précisément pour cela qu'elle mérite encore d'être lue, étudiée et surtout écrite en héritage, pas en imitation. Je suis Laurent Dins et ce podcast traitait de Robert E. Howard. Abonnez-vous, partagez, likez, laissez des commentaires, cela aide à la visibilité et je vous dis à très vite pour un nouveau podcast.